Bien, dernière partie de notre chapitre, des parties 3 et 4 qui vont toucher tout ce qui concerne le dysfonctionnement volontaire ou involontaire touchant le système nerveux. Alors, premier dysfonctionnement, grave, bien sûr, les ruptures des moelles épinières. Lorsqu'il y a une personne tombe de haut, et qu'il y a section de la colonne vertébrale, cette colonne vertébrale protégeant un tissu mou à l'intérieur, le tissu mou va être touché, les messages nerveux partant du cerveau ne peuvent pas franchir cette partie qui est cassée, ne peuvent pas arriver au muscle, c'est la paralysie. D'accord? Paralysie définitive. Les cellules nerveuses ne se reforment pas, les jonctions entre cellules nerveuses ne peuvent pas se mettre en place. On verra plus tard comment on peut agir là-dessus. Autres maladies qui sont des maladies touchant la dégénérescence des neurones, notamment la dégénérescence des motoneurones. Lorsque les motoneurones se détruisent, forcément, la commande musculaire ne peut plus se faire. C'est par exemple les scléroses latérales amyotrophiques, c'est par exemple les maladies de Charcot, toutes ces maladies dégénératives du système nerveux avec dégénérescence des motoneurones, dont l'explication est encore très largement inconnue, on ne sait pas pourquoi. Semble-t-il, il y aura une part génétique, mais qui reste à préciser. On ne sait pas encore comment cela peut se mettre en place et pourquoi cela met en place et pourquoi, à partir d'un certain âge, j'observe une dégénérescence des motoneurones. Ce qui est sûr, c'est que ces motoneurones qui vont dégénérer à partir d'un certain âge sont des motoneurones qui ont l'âge de l'individu, parce que je vous rappelle qu'on est avec un stock définitif de cellules nerveuses et que nos cellules nerveuses ont notre âge. Et qu'une personne qui a 50, 60, 70, 80 ans va avoir des neurones qui ont 50, 60, 70, 80 ans. Et que, deuxième chose, un gène, présent dans le génome ne peut s'activer qu'à partir d'un certain âge. D'accord? Un gène ne s'active que dans certains territoires, et un gène peut s'activer pendant un certain temps de la vie et arrêter de s'activer. D'accord? Et on constate que chez ces personnes touchées par ces maladies, eh bien, sans doute pour des causes génétiques non connues, les motoneurones se mettent à dégénérer et c'est irrémédiable. Troisième pathologie pouvant toucher le système nerveux, des pathologies liées à des accidents vasculaires cérébraux. Vous avez déjà travaillé dessus sur la première vidéo avec Edu anatomiste. On a ici un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère gauche qui fait que la partie droite du corps est paralysée. Est-ce que c'est définitif? Oui à court terme, non à long terme. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que lorsqu'une personne fait un AVC, que cette partie-là de la carte motrice est détruite, eh bien on s'aperçoit que le cerveau est capable de réorganiser ses connexions synaptiques pour pallier à la destruction de cette partie-là. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Des parties du cerveau qui n'étaient pas dévolues au contrôle moteur des muscles vont se réorganiser et vont devenir responsables du contrôle moteur de certains muscles. Ce qui veut dire qu'une personne touchée par un AVC, si elle est prise assez tôt, peut, avec le temps, voir sa carte motrice se réorganiser et retrouver une partie de sa mobilité. Et ça, c'est un formidable espoir, bien sûr, pour toutes les personnes touchées par un AVC, mais c'est très long à se mettre en place. Donc ça, c'est une idée fondamentale, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau est capable de réorganiser, de réécrire ses cartes. Okay? On a vu qu'il y avait une carte motrice avec des territoires dévolus aux commandes de chacun des muscles. Eh bien, ces territoires peuvent se réorganiser et on peut avoir une réorganisation des connexions synaptiques qui fait que les neurones qui sont détruits ici vont être remplacés dans leur fonction par d'autres neurones qui au départ n'étaient pas dévolus à ça, mais qui vont devenir dévolus à ça. Il y a un partage de fonctions entre les différents neurones de la plaque motrice. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Cette plasticité cérébrale, on la voit très bien sur cet exemple. On prend des singes, un petit groupe de singes qu'on appelle les singes écureuils. Ces singes sont dans leur cage et on entraîne ces singes à mettre la main à travers les barreaux de leur cage pour prendre des croquettes sur un plateau. Bien, deux cas se présentent. Ici, les croquettes sont sur un petit plateau pour ce singe qui est là, et pour ce singe qui est là, les croquettes sont sur un grand plateau. D'accord? Voilà ce que vous avez ici, c'est en fait la carte motrice au début de l'expérience. Ce qui est en bleu, ce sont les zones de la carte motrice, ici, de l'aire motrice, dévolues au contrôle du poignet et de l'avant-bras. Et en rouge, les zones de l'aire motrice dévolues au contrôle des doigts. Bien. Au départ, on a les mêmes cartes motrices. Et on présente à ce singe qui est là des croquettes sur un petit plateau.
Et on présente à ce singe qui est là des croquettes sur un grand plateau. On le fait des milliers de fois. Et après avoir fait l'expérience des milliers de fois, on recartographie l'aire motrice de chacun des singes. On part de ça, on arrive à ça. Qu'est-ce qu'on constate? On constate pour ce singe qui est là, qui prend des croquettes sur un petit plateau, que des zones qui étaient dévolues au contrôle du poignet et de l'avant-bras deviennent des zones qui sont dévolues au contrôle des doigts. Uniquement parce que ce singe, pour pouvoir prendre les croquettes, il ne peut pas prendre toute sa main. Il faut qu'il prenne 2 doigts, et qu'avec 2 doigts, il prenne la croquette. Alors que celui qui est ici, il prend carrément sa main, il se met sur le plateau, il prend tout à la fois. Donc ce singe qui est là n'a pas besoin d'avoir des doigts très agiles, alors que celui-ci a besoin. Et vous voyez qu'avec le temps, on a une réorganisation de la carte motrice qui fait que maintenant, eh bien, la zone de l'aire motrice dévolue au contrôle des doigts devient beaucoup plus importante que la zone de l'aire motrice dévolue au contrôle des poignets et de l'avant-bras. Des motoneurones qui étaient dévolus au contrôle du poignet et de l'avant-bras deviennent ici dévolus au contrôle des doigts. J'ai donc une réorganisation des connexions synaptiques. Il n'y a pas de nouveaux neurones qui se forment, non. D'accord? Mais il y a de nouvelles synapses et une réorganisation des connexions synaptiques qui fait que, eh bien, ce singe qui est là va devenir de plus en plus efficace pour prendre les croquettes sur son plateau. C'est exactement la même chose que pour un pianiste, que pour un musicien qui s'entraîne. D'accord? C'est exactement la même chose que pour un sportif. Un sportif, quel que soit son sport, l'entraînement de base, c'est un entraînement extrêmement répétitif. Il refait toujours les mêmes gestes. Le musicien, l'entraînement de base, c'est très répétitif. Il refait toujours les mêmes gammes. Uniquement pour arriver à modifier progressivement la carte motrice et adapter cette carte motrice, adapter les zones motrices à son activité. C'est pour ça que je vous disais au début du cours que nous avons tous les mêmes territoires sur notre aire motrice, sauf que la surface occupée par chacun territoire n'est pas la même pour chacun d'entre nous. La surface occupée par chacun de ces territoires dépend de nos propres activités à nous. Si parmi vous, il y en a qui font un sport d'élite, un sport de très haut niveau, si parmi vous, il y en a qui jouent de l'instrument de musique à un certain niveau, eh bien, ces gens-là auront une carte motrice. Je parle pas de Noé qui fait des vidéos TikTok, c'est pas ça le problème. D'accord? Lui, je sais pas trop quelle carte motrice il a, Noé. Mais pour les autres, on est d'accord? Eh bien, en fonction de l'effort que vous faites, vous allez avoir une réorganisation du cortex moteur. Le cerveau est plastique. Ça, c'est une notion fondamentale. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la capacité du cortex à se modifier en réponse à son activation. D'accord? Absolument essentiel. Cette notion de plasticité cérébrale, on la retrouve aussi dans l'exemple des greffes. Cet individu qui est là a eu un bras sectionné. D'accord? 2 ans, les 2 mains sont amputées. Ok. On lui a greffé. 4 ans après l'amputation, 2 mains. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit dans son cerveau que le territoire moteur dévolu au contrôle de la main, qui était très réduit au départ parce qu'il n'y avait plus de main, eh bien, va progressivement reprendre son activité. Le cerveau va capter le fait qu'une nouvelle main a été greffée. Et progressivement, eh bien, il va reprendre son activité. Extrêmement compliqué de faire cette greffe de la main parce qu'il faut greffer les vaisseaux sanguins, mais il faut aussi greffer les neurones. D'accord? Et ça, c'est compliqué. C'est le problème des greffes actuellement, c'est pas tellement de raccrocher les vaisseaux les uns aux autres, ça on sait faire. Le problème des greffes actuellement, comme les greffes de la main, c'est de regreffer des neurones entre eux. Parce que quand on greffe 2 neurones entre eux, on est sur des micromètres. Donc c'est la microchirurgie, mais c'est certainement la chirurgie de l'avenir. Donc cette personne qui est là, à qui on a greffé cette main et quelques neurones, va retrouver progressivement de la sensibilité. C'est aussi cette notion de territoire sur la carte moteur, c'est aussi, ça explique aussi le fait que quelqu'un qui est amputé d'une main, par exemple, eh bien, est capable quand même de ressentir de la douleur dans cette main, alors qu'il l'a plus. Il n'a plus de main et pourtant il ressent la douleur. Ça, c'est lié au fait que la main n'existe plus, mais dans son cerveau, le territoire qui est censé recevoir les informations qui arrivent de la main existe toujours. Il va pouvoir recevoir des informations qui viennent d'ailleurs. Donc ce territoire recevant des informations va éprouver une sensibilité alors que l'organe dont est censé prévenir l'information n'existe plus. On peut même aller au-delà, regardez. On peut même aller au-delà avec cette expérience qu'elle a, toujours une personne amputée. Et là, on lui a greffé non plus une main, mais on lui a greffé un bras artificiel.
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a relié les cellules nerveuses qui arrivaient ici à des fils électriques. Et en fait, par la puissance de son cerveau, cette personne va être capable de mettre en mouvement cette main artificielle. On récupère les messages nerveux qui circulent sur les nerfs moteurs, et ces messages nerveux qui circulent sur les nerfs moteurs passent dans les fils électriques et mettent en mouvement cette main. Donc par la puissance de son esprit, cette personne est capable de mettre en mouvement cette main artificielle. C'est exactement la même chose pour faire remarcher des tétraplégiques, une personne qui est paralysée dans ce fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien maintenant on arrive à brancher des électrodes dans le cerveau pour que ces électrodes captent les signaux électriques qui partent de la carte motrice. Et sur des fils électriques, ces signaux électriques vont directement aller jusqu'aux muscles des jambes. On court-circuite la moelle épinière qui est rompue. Et ainsi, on peut réussir à faire marcher des personnes qui ont une moelle épinière sectionnée. Uniquement en récupérant, attention, ils sont pas dehors à courir, hein, c'est encore expérimental, dans les hôpitaux, c'est pas encore des gens qu'on voit dans la rue. Mais, il y a des vidéos qui existent, hein, si vous les cherchez, vous les verrez, où on voit des personnes capables de se mettre debout pour la première fois, alors toutes seules, alors qu'elles sont paralysées depuis de nombreuses années, uniquement parce qu'on a réussi à capter dans leur cerveau l'impulsion électrique émise par la zone motrice qui contrôle les muscles des jambes, et on a fait circuler cette information sur un fil électrique hors du corps pour venir stimuler les muscles concernés. Donc voilà l'avenir de la médecine par rapport à ces messages nerveux. Bien, quatrième partie de ce chapitre, on enchaîne directement, le cerveau, organe fragile à protéger. Alors là, bon, on va pas s'y éterniser parce que vous allez vite comprendre les choses, mais je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que sinon ça va être trop long sur le temps imparti. Donc on s'arrête là. Vous reprenez tout ça, vous y réfléchissez, vous y travaillez, vous construisez votre plan, et quand tout ceci est prêt, vous pourrez lancer la 4e vidéo. Je vous donnerai aussi sur le NT des exercices à traiter à ce sujet-là. Voilà, donc on s'arrête pour celle-là, et on enchaîne après avec la vidéo 4.